Créez une petite entreprise qui ne fait pas faillite et qui vous assure l'indépendance financière. Vous avez entendu qu'il faut créer une entreprise pour être libre financièrement. Mais vous avez aussi vu des statistiques alarmantes. Environ 90% des startups échouent et près de la moitié des nouvelles entreprises ne dépassent pas 5 ans. En 2025, la France a battu des records avec près de 1,2 million d'entreprises créées. Pourtant, derrière cette euphorie comptable, environ 25% des projets échouent avant leur deuxième année. Alors comment faire partie des survivants et surtout, comment construire une entreprise qui non seulement ne fait pas faillite, mais vous assure l'indépendance financière? Avant d'entrer dans le vif, si vous voulez ne plus jamais être perdu sur ces sujets et recevoir chaque semaine une étape concrète, pensez à vous abonner. Et dites-moi en commentaire à quelle étape de votre projet entrepreneurial vous situez-vous. Même si c'est zéro, c'est important. Nous allons déconstruire ensemble les idées reçues et bâtir une feuille de route en 5 piliers, validés par des enquêtes terrain, des études académiques et des témoignages de chefs d'entreprise qui ont traversé la tempête. Premier pilier. Avant même de parler business model, parlons cash. La loi de survie numéro 1. Les petites entreprises ne meurent pas par manque d'idées, mais par manque de liquidité. Une enquête de The Kaplan Group révèle que 88% des petites entreprises déclarent avoir subi des perturbations de trésorerie au cours de l'année écoulée et 39% d'entre elles n'ont pas assez de liquidité pour couvrir un mois de dépenses d'exploitation. Autrement dit, une simple facture impayée ou un mois de faible activité peut mettre la clé sous la porte. L'erreur classique que commettent de nombreux créateurs est de confondre rentabilité et liquidité. Comme le souligne un rapport australien sur les PME, le profit et le flux de trésorerie sont souvent désynchronisés. Les revenus sont comptabilisés aujourd'hui, mais l'argent n'arrive que dans plusieurs semaines, tandis que les salaires, les taxes et les fournisseurs doivent être payés immédiatement. Une discipline de trésorerie rigoureuse n'est pas une option, c'est un organe vital. Concrètement, comment faire? Ouvrez un compte bancaire dédié à votre entreprise. Dès que vous recevez un paiement, versez immédiatement environ 30% de cette somme sur un sous-compte fiscal. Cela vous évitera la mauvaise surprise de l'IS ou de l'URSSAF en fin de trimestre. Ensuite, ne dépensez jamais l'argent que vous n'avez pas encore encaissé. Gardez un matelas de trésorerie d'au moins 3 mois de charges fixes. Et faites un prévisionnel de trésorerie glissant sur 12 semaines. Ce n'est pas du conservatisme, c'est de la gestion opérationnelle du risque. Deuxième pilier. Commencez par la demande, pas par le produit. Le renversement du product market fit. La cause numéro 1 de l'échec des entreprises est simple. Il n'y a pas de besoin réel pour le produit ou le service proposé. Selon une étude CB Insights actualisée début 2026, 42% des startups échouent parce qu'elles résolvent un problème que personne n'a vraiment. C'est plus que le manque de financement ou la mauvaise équipe. Dans une enquête réalisée par l'IFOP pour BPI France en 2025, 67% des créateurs d'entreprises ayant échoué déclarent avoir lancé leur activité sans avoir validé sérieusement l'existence d'une demande. Ils ont souvent confondu l'enthousiasme de leurs proches, qui ne veulent pas les décourager, avec un véritable signal de marché. L'analyse de l'économiste Paul O'Brien, dans son essai « Lean Startup is wrong or you are », va plus loin. Il souligne que l'expression « product market fit » met le produit en premier et le marché en second, ce qui conditionne les entrepreneurs à construire avant de comprendre pour qui ils construisent. L'ordre correct, selon lui, est l'inverse. Le marché vient en premier. Ses comportements, ses besoins non satisfaits, sa sensibilité au prix. Vous ne construisez qu'après que le marché a révélé ce qu'il est prêt à payer. Concrètement, avant d'écrire une seule ligne de code ou d'acheter le moindre stock, sortez du bâtiment. C'est le mantra de Steve Blank, le parrain intellectuel du Lean Startup. Interviewez au moins 20 à 30 clients potentiels, mais pas vos amis ni votre famille. Posez-leur des questions ouvertes sur leurs difficultés actuelles. Ne parlez pas de votre solution. Écoutez, notez. Une fois que vous avez identifié une douleur récurrente et partagée, vous pouvez commencer à esquisser une réponse. Troisième pilier, valider à moindre coût avec un MVP, ou comment échouer vite et à moindre frais. L'erreur suivante, et elle est massive,
c'est de développer un produit complet avant même d'avoir rencontré le premier client. Les études montrent que les produits lancés avec une approche MVP, un produit minimum viable, ont 60% de chances de succès en plus que les produits livrés avec toutes les fonctionnalités. Un rapport de Chartmogul sur les startups SaaS indique que seulement 3,3% des startups atteignent 1 million de dollars de chiffre d'affaires en moins d'1 an, et seulement 15% y parviennent en moins de 3 ans. Le MVP n'est pas une version bâclée de votre produit. C'est la plus petite chose que vous puissiez construire pour apprendre. Cela peut être une simple page de destination avec un bouton précommandé. Cela peut être une vidéo explicative, comme l'a fait Dropbox avant même d'avoir un produit fonctionnel. Et ils ont récolté 75 000 inscriptions en 24 heures. Cela peut être un prototype papier, un service rendu manuellement en coulisses. Le spécialiste en validation, Andrés Max, observe que les règles ont changé. Il y a encore quelques années, construire un MVP coûtait 150 000 $ et prenait 6 mois. Aujourd'hui, grâce à l'IA et aux outils no-code, vous pouvez avoir un produit fonctionnel en quelques jours pour quelques centaines d'euros. L'ancienne séquence, enquête, entretien, page de destination, puis construction, est devenue obsolète. La nouvelle règle est simple. Construire, c'est valider. Rien ne remplace des vrais utilisateurs confrontés à un vrai produit. 4e pilier. Construisez une machine de vente, pas un hobby déguisé, la discipline commerciale. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent avec passion, mais sans méthode commerciale. Ils croient que, si c'est bien fait, les clients viendront. La réalité est plus brutale. Le baromètre KPMG Entrepreneur 2025 indique que 58% des créateurs d'entreprises déclarent que l'acquisition de leur premier client a été leur plus grand défi. Et 37% ont mis plus de 6 mois à réaliser leur première vente. Un rapport de la Federation of Small Businesses au Royaume-Uni montre qu'au 4e trimestre 2025, l'indice de confiance des petites entreprises est tombé à -71, son plus bas niveau depuis le début de la pandémie, avec 58% des petites entreprises du secteur de l'hôtellerie prévoyant une baisse de leurs revenus. La leçon est claire, vous devez vous consacrer à la vente dès le premier jour. Avant même d'avoir un produit fini, essayez de le prévendre. Rien ne valide une idée comme un paiement réel. Créez un entonnoir de vente simple. Identifiez les canaux d'acquisition qui marchent pour votre cible. Mesurez tout. Et surtout, ne vous cachez pas derrière un site vitrine. Allez chercher vos clients là où ils se trouvent. Sur LinkedIn, lors d'événements professionnels, par emailing personnalisé ou même en porte-à-porte si nécessaire. Le secret des entrepreneurs qui s'en sortent, c'est qu'ils passent 80% de leur temps sur des activités qui génèrent du chiffre d'affaires immédiat, la vente, et seulement 20% sur le produit. À l'inverse, les entrepreneurs qui échouent passent 80% de leur temps sur le produit et 20% à essayer de le vendre. Le constat est sans appel. 5e pilier. Protégez-vous des biais comportementaux. La psychologie de l'entrepreneur face au risque. L'entrepreneuriat est un terrain de jeu pour les biais cognitifs. Les travaux de Kahneman et Tversky, prix Nobel d'économie, nous apprennent que l'être humain est systématiquement irrationnel face au risque. 3 biais sont particulièrement meurtriers pour les entrepreneurs. Premier biais, l'excès de confiance. Vous surestimez systématiquement vos chances de succès et sous-estimez les risques. Une étude de Failory 2026 montre que les entrepreneurs solitaires ont 30% de chances de survie en moins que les entreprises fondées par des duos ou des trios, précisément parce que la confrontation des points de vue réduit l'excès de confiance individuelle. Deuxième biais, l'aversion aux pertes. La perte est psychologiquement 2 fois plus intense qu'un gain équivalent,
Cela vous pousse à conserver trop longtemps un mauvais produit ou une stratégie inefficace, simplement parce que vous avez déjà investi du temps et de l'argent. C'est le coût irrécupérable ou sunk cost fallacy. Vous devez apprendre à tuer rapidement vos bébés. Si après 3 mois vous n'avez pas trouvé 10 clients prêts à payer, le signal est clair. Troisième biais, le biais de confirmation. Vous ne cherchez que les informations qui confirment votre décision et vous ignorez celles qui la contredisent. Vous allez lire les 3 avis 5 étoiles et zapper les 30 avis 1 étoile. Pour lutter contre cela, mettez en place un système de feedback contradictoire. Montrez votre produit à des sceptiques. Demandez-leur sincèrement pourquoi cela ne marcherait pas. Invitez la contradiction. Si vous appliquez ces 5 piliers, une trésorerie rigoureuse, une validation préalable du marché, un MVP à moindre coût, une discipline commerciale implacable et une vigilance psychologique, votre petite entreprise a toutes les chances de survivre et de prospérer. Mais survivre n'est qu'un début. L'objectif final est l'indépendance financière. Selon les données financières, le seuil d'indépendance financière est généralement fixé lorsque votre patrimoine liquide atteint environ 25 fois vos dépenses annuelles, ce qui permet un retrait de 4% par an sans entamer le capital. Pour des dépenses annuelles de 40 000 € par exemple, cela représente un patrimoine d'environ 1 million d'euros. Votre petite entreprise peut devenir le moteur de cette accumulation. Elle peut dégager des bénéfices que vous réinvestissez, mais aussi une partie que vous versez en dividendes ou en salaire pour alimenter votre épargne personnelle. L'idéal est d'atteindre un point où votre entreprise tourne sans vous. Des processus automatisés, des équipes en place, des revenus récurrents, et où les revenus passifs combinés de votre activité et de vos placements couvrent vos besoins. Les données de 2025 à 2026 montrent que les entrepreneurs qui réussissent allouent leurs bénéfices de manière stratégique entre 3 postes. Le réinvestissement pour la croissance, les réserves d'urgence pour la stabilité et l'extraction de richesses personnelles pour la sécurité. C'est cet équilibre qui mène à la liberté. En résumé, commencez petit, validez avant de construire, vendez avant de produire. Gérez votre trésorerie comme un forcené. Protégez-vous de votre propre cerveau. Et surtout, passez à l'action. Comme le dit le proverbe, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous savez maintenant tout ce qu'il faut faire. La seule question qui reste, allez-vous passer à l'action? Mettez en commentaire « Action » pour dire que vous commencez aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines étapes détaillées. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.